Pour le 6e anniversaire de ma fille, mes beaux-parents lui ont envoyé, comme cadeau, un adorable ours en peluche marron. Elle a semblé heureuse, au début, puis s'est figée. « Maman, c'est quoi ?» J'ai regardé de plus près, et j'ai blêmi. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, la police était à leur porte. Le 6e anniversaire de Mia devait être simple. Des cupcakes, des chapeaux en papier, et 3 petites filles criant dans mon salon, comme de minuscules chanteuses d'opéra qui auraient été élevées, exclusivement, aux paillettes et à la rancœur. Le problème avec la simplicité, c'est qu'elle exige que votre vie soit également simple, et la mienne ne l'était absolument pas. J'étais en plein divorce, avec Adam. La paperasse flottait partout, comme une mauvaise odeur. La tension était partout, et nulle part à la fois, ce qui est une façon amusante de vivre, quand on essaie d'empêcher une enfant de 6 ans de remarquer que son monde est en train d'être réorganisé. Alors, j'ai essayé de compenser. Je suis devenu la maman d'anniversaire totale. J'ai accroché des guirlandes. J'ai préparé des sacs de bonbons. J'ai cuisiné des cupcakes maison, au lieu de faire comme une personne normale, et de les acheter dans une boulangerie de supermarché qui emploie des professionnels, et possède probablement un certificat d'hygiène. J'ai même invité les parents à rester. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être la culpabilité. Peut-être de l'autoflagellation. Peut-être que je voulais des témoins, au cas où je craquerais, et commencerais à manger le glaçage directement à la poche à douille, avec les mains. Les témoins ont été polis. Il y avait 3 amis, les meilleurs amis de Mia, ceux qui changent chaque semaine, mais aujourd'hui, c'étaient ces 3-là. Leurs parents planaient avec cette énergie maladroite, de gens qui essaient de vous soutenir, sans admettre qu'ils ont déjà demandé à leurs conjoints, alors, Michel et Adam, tu sais où ils en sont? J'ai trop souri. J'ai ri trop vite. J'ai utilisé la voix que l'on prend, quand on organise une baby shower pour quelqu'un qu'on déteste. Tout allait bien. Mia allait bien. Et puis, le courrier est arrivé. C'était une boîte rose, impeccable, avec un nœud qui semblait avoir été mesuré, et noué, par une personne qui repasse ses draps. Janet et Frank. Mes beaux-parents. Le genre de personne qui croit que la présentation reflète le caractère. Il y avait un mot scotché sur le dessus pour Mia à ouvrir aujourd'hui. Parce que, bien sûr, Janet et Frank ne venaient pas à cette fête. Mia allait avoir un autre anniversaire, avec Adam, quelques jours plus tard. L'anniversaire chez papa, comme Mia l'appelait. Comme si Adam était celui qui fêtait ses 6 ans, et non celui qui arriverait probablement en retard, avant de blâmer le trafic pour son manque de ponctualité. Mais Janet et Frank voulaient que leur cadeau soit ouvert maintenant, alors nous l'avons ajouté à la pile. Des enfants qui ouvrent des cadeaux ensemble, c'est le chaos à l'état pur, comme une catastrophe naturelle, mais avec du meilleur papier cadeau. Mia a déchiré un sac de stickers, a poussé un cri de joie devant une gourde pailletée, et a brandi une licorne en plastique comme si elle venait de découvrir le feu. Puis, elle a attrapé la boîte rose. Celui-là vient de papy et mamie. A-t-elle chanté, comme pour annoncer un nouveau personnage dans une pièce de théâtre. Elle l'a ouvert avec précaution. Avec précaution. Parce que Janet lui a appris à être délicate, ce qui semble charmant, jusqu'à ce que l'on réalise que délicate est juste le mot de Janet pour dire obéissante. À l'intérieur, se trouvait un ours en peluche marron, avec un petit cœur brodé sur la poitrine. Tout le visage de Mia s'est illuminé. Elle adorait les peluches. Elle aimait tout ce qui était doux, fidèle, et silencieux. Honnêtement, moi aussi. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté, en le serrant contre elle, comme s'il l'avait sauvée d'un immeuble en flammes. Les autres filles se sont attroupées. Oh, il est trop mignon. J'en veux un aussi. L'un des papas, un gars sympa, au nom vague, probablement Steve, a dit, cet ours va devenir son meilleur ami. J'ai ri, parce que c'est ce qu'on fait quand les gens disent des choses normales, à des fêtes normales. Mia a emporté l'ours pour jouer, et la maison a repris son vacarme habituel d'anniversaire. Des enfants qui courent, des parents qui sirotent leur café comme s'il s'agissait d'un médicament. Des assiettes en papier qui s'empilent, du glaçage qui apparaît dans des endroits où le glaçage ne devrait jamais être. À ce moment-là, tout semblait vraiment normal. Pas paisible, pas calme, mais normal. Et c'est ça, le truc avec la normalité. On ne réalise pas que c'est la dernière fois,
avant qu'elle ne soit déjà partie. Environ 20 minutes plus tard, Mia est apparue dans l'encadrement de la porte du salon, l'ours en peluche sous un bras, le petit front plissé comme lorsqu'elle essaie de faire des maths. « Maman » a-t-elle appelé. Je me suis tourné, mon sourire encore figé, parce que je jouais le rôle de « tout va bien » comme si c'était mon travail à plein temps. Elle s'est approchée. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas fâchée, juste confuse. Puis, elle a brandi l'ours en peluche. Il y avait une petite ouverture près d'une des coutures, comme une fermeture éclair cachée sous la fourrure. Le genre de détail qu'on ne remarque pas, à moins d'être le genre d'enfant qui croit que chaque objet est un mystère à résoudre. « Mia, qu'est-ce que tu… » Elle a pressé le flanc de l'ours, et a levé les yeux vers moi. « Maman » a-t-elle dit très doucement, « c'est quoi ?» Sa voix m'a fait l'effet d'une main, qui fouillait dans ma poitrine. Je suis resté immobile. Je me suis penché, et ma peau est devenue glacée, car à l'intérieur de l'ours, à peine visible à travers la couture ouverte, il y avait quelque chose qui n'était certainement pas du rembourrage. Quelque chose de dur. Quelque chose qui n'avait pas sa place, dans un jouet d'enfant. Mon estomac a chuté si vite, que je l'ai senti dans mes genoux. Mon premier instinct a été de réagir comme mon corps le dictait, crier, exiger des comptes, appeler Janet et Frank pour leur demander à quel genre de petits jeux dérangés ils pensaient jouer. Mais il y avait 3 petites filles derrière Mia. Il y avait des parents dans mon salon. Il y avait un gâteau d'anniversaire, avec des bougies qui attendaient d'être allumées. Et il y avait le visage de Mia, qui me regardait comme si j'étais la réponse finale. Alors, j'ai tout ravalé. J'ai pris une voix douce. « Oh » ai-je dit, comme si elle venait de me montrer un bouton desserré, « laisse-moi regarder une seconde, ma puce. » Mia a hésité. « Est-ce qu'il est cassé ?»« Non » ai-je menti, « je veux juste vérifier quelque chose. » J'ai pris l'ours en peluche de ses mains avec délicatesse. Si délicatement, comme si je tenais une bombe. « Va jouer » ai-je dit, « je te le rapporte tout de suite. » Mia a hoché la tête. Parce que Mia est une bonne enfant. Parce que Mia me fait confiance. Parce que Mia n'avait aucune idée, qu'elle venait de me remettre le début de la fin. J'ai marché dans le couloir, sans me presser. Parce que me précipiter aurait fait lever les yeux aux parents. Et je ne voulais pas de questions. Pas encore. Je suis entré dans ma chambre, la chambre qu'Adam et moi partagions avant le divorce, devenue depuis un territoire neutre, et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient avant même que je réalise que ma respiration avait changé. Je me suis assise sur le bord du lit, avec l'ours sur mes genoux. J'ai fixé cette couture. J'ai fixé la forme dure à l'intérieur. Et j'ai compris, très clairement, une chose, quoi que ce soit, ce n'était pas un accident. Cet ours n'était pas juste un cadeau. C'était un message. Mon cœur a cogné une fois, lourdement et lentement. J'ai ouvert un peu plus la couture, j'ai regardé, j'ai vérifié, j'ai ajusté l'ours dans ma main pour que la lumière frappe l'intérieur. Mon souffle s'est raccourci, mon visage a pâli, et j'ai senti quelque chose en moi, quelque chose de fatigué et de vieux, se mettre enfin en colère. Derrière la porte de ma chambre, j'entendais la fête. Les rires, les bruits de pas, quelqu'un qui réclamait du jus de fruits. Sur mes genoux, un ours en peluche marron trônait, comme s'il était innocent. Il ne l'était pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai refermé la couture, lissé la fourrure, et je me suis levé. J'ai mis l'ours en sécurité dans ma chambre, là où Mia ne pourrait pas l'atteindre, là où il ne risquerait pas, par accident, de finir à nouveau dans ses bras. Puis, je me suis regardé dans le miroir, et j'ai répété mon sourire comme si je répétais une pièce de théâtre, car j'avais encore une fête d'anniversaire à terminer, et je n'étais pas prête à laisser quiconque voir ce qui venait de changer. Je suis retourné au salon, j'ai servi le gâteau, j'ai chanté joyeux anniversaire, j'ai applaudi au bon moment, et pendant tout ce temps, au fond de mon esprit, une pensée se répétait comme un signal d'alarme, cet ours en peluche avait déjà fait son travail. Et je n'avais même pas encore compris quel il était. Quand le dernier invité est parti, je suis resté dans ma cuisine, fixant une pile d'assiettes en papier. Mia était à l'étage en train de se brosser les dents, en fredonnant. Elle avait passé une excellente journée. J'aurais dû être soulagé. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon, tout en gardant un secret dans ma bouche,
comme du verre brisé. Parce que je savais ce qui m'attendait dans ma chambre, et je savais qui l'avait envoyé. Janet et Frank ne sont pas devenus mes beaux-parents par accident. Ils sont venus avec Adam, comme une garantie qu'on ne lit pas avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'ai rencontré Adam pour la première fois, il était charmant, drôle, facile à vivre. Le genre d'homme qui pouvait se sortir d'une amende pour excès de vitesse, en convainquant l'agent que c'était sa faute s'il se tenait là. Il n'était pas cruel. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas le genre de mari, contre lequel on met ses amis en garde, immédiatement. Il était fuyant. L'argent disparaissait. Pas de façon spectaculaire. Pas d'une manière qui ferait perdre la maison, demain. Juste assez, pour vous obliger à vérifier le compte à 2 fois. 100 € ici, 2 cents là. Il avait toujours une explication. Oh, j'ai oublié de te dire, j'ai payé l'assurance auto, ou j'ai fait des courses, ou encore j'ai dû couvrir un truc au boulot. Et pendant un certain temps, je l'ai cru. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On fait en sorte que ces histoires tiennent la route. Janet et Frank étaient toujours dans les parages. Assez proches pour que leurs passages imprévus ressemblent à un passe-temps. Les dîners du dimanche, les visites impromptues du mardi, les appels téléphoniques qui commençaient par « on prend juste des nouvelles » et finissaient par « on s'inquiète de la façon dont tu gères les choses ». Ils étaient obsédés par l'argent de cette façon démodée, où l'argent est synonyme de moralité. Ils posaient des questions qui semblaient anodines, mais qui ressemblaient à des inspections. Alors, combien mettez-vous de côté chaque mois? Utilisez-vous toujours cette banque ou avez-vous enfin changé? Qu'est-ce qui est à ton nom, par rapport à celui d'Adam? Si j'hésitais, Janet penchait la tête et souriait, comme si j'étais une enfant cachant son bulletin scolaire. Et Adam? Adam ne les arrêtait jamais. Au contraire, il hochait la tête, riait, haussait les épaules. Maman est comme ça, disait-il, elle part d'une bonne intention. Parfois, il ajoutait, ils n'ont peut-être pas tort, ce qui est une forme spéciale de trahison. La trahison silencieuse. Celle où vous êtes dans votre propre mariage, et pourtant, vous êtes en minorité. Puis Mia est née, et la gestion de l'argent s'est dégradée. Pas parce que les bébés coûtent cher, ce qui est vrai, mais parce qu'Adam a commencé à paniquer face à l'argent, comme s'il s'agissait d'une insulte personnelle. Il devenait agité, irritable, secret. Il a commencé à sortir tard avec des amis. Il a commencé à prendre des appels dans le garage. J'ai trouvé des transactions en ligne qui n'avaient aucun sens. Des retraits à des heures bizarres, des paiements que je ne pouvais lier à rien dans nos vies. Quand je lui demandais des explications, il devenait sur la défensive. Pourquoi tu me pistes? Je ne te piste pas, j'essaie de comprendre pourquoi le loyer arrive à échéance et que le compte est à sec. Il transformait toujours cela en une dispute sur mon ton, mon timing, ou mes problèmes de confiance. Et pour être honnête, mes problèmes de confiance n'étaient pas imaginaires. Ils s'étaient construits lentement, brique par brique. Il m'a fallu plus de temps qu'il n'en aurait fallu pour mettre un mot dessus, le jeu. Pas seulement quelques paris avec des amis, pas seulement une soirée poker. Le jeu de la manière qui fait s'évaporer l'argent, et ne laisse derrière lui que des excuses, de l'adrénaline, et des dettes. Quand je l'ai confronté, il a juré que ce n'était pas si grave. Il a juré que ce n'était pas souvent. Il a juré qu'il contrôlait la situation. La réponse de Janet et Frank n'a pas été celle que l'on aurait espérée. Ils n'ont pas dit, Adam, arrête. Ils n'ont pas dit, Adam, fais-toi aider. Ils ont dit des choses comme, Michel, tu dois être plus compréhensive. Ils ont dit, le stress financier pousse les hommes à faire des choses. Ils ont dit, peut-être que si tu ne le faisais pas se sentir jugé. C'était toujours ma faute, d'une manière ou d'une autre. Et Adam, encore une fois, ne disait rien. Il les laissait faire. Il les laissait parler à ma place, comme si j'étais un meuble. Il restait là, prenait un air fatigué et disait, on peut ne pas faire ça maintenant. Comme si le problème était la conversation, et non le jeu. J'ai essayé, pendant plus longtemps que je ne veux l'admettre. J'ai essayé les budgets. J'ai essayé la thérapie de couple. J'ai essayé de lui donner plus de liberté, ce qui est hilarant avec le recul, car ce qu'il voulait, c'était la liberté face aux conséquences. J'ai essayé d'être calme, rationnelle, et encourageante, mais j'avais aussi une fille. Et à un certain point, on réalise qu'on n'élève pas un enfant,
on en élève 2, et l'un d'eux a un permis de conduire. Le tournant final est survenu après la mort de mon père. Il n'était pas jeune, mais le perdre m'a tout de même donné l'impression que quelqu'un retirait une chaise de sous ma vie. Il m'a laissé un peu d'argent, pas une fortune. Pas de quoi quitter son travail et acheter un vignoble, mais il a aussi laissé autre chose, une fiducie mise de côté pour Mia. Environ 150 000 €. Mon père n'avait pas restreint l'usage au centime près. Il faisait confiance à mon jugement. Cela pouvait être utilisé pour Mia, si nécessaire. C'était le but. Mais je ne voulais pas y toucher. Je voulais protéger cet argent comme si c'était de l'oxygène. Pour l'université, un premier appartement, un avenir où elle n'aurait pas à commencer sa vie d'adulte avec un train de retard. Adam l'a appris, et le ton de notre mariage a changé du jour au lendemain. Au début, c'était juste une suggestion. On pourrait emprunter un peu. On pourrait rembourser certaines dettes. C'est pour Mia de toute façon. Si on l'utilise pour les dépenses maintenant, c'est quand même pour elle. Il a commencé à présenter cela comme une solution miracle. Puis, les demandes sont devenues plus pressantes. Il prétendait avoir une opportunité d'affaires, une dette qui devait être payée, une situation urgente qui allait exploser si nous n'agissions pas. J'ai appris plus tard que ces situations urgentes étaient des dettes de jeu, et des pertes qu'il ne pouvait pas admettre à haute voix. Quand j'ai refusé, il s'est mis en colère. Quand j'ai refusé à nouveau, Janet et Frank s'en sont mêlés. Ils m'ont coincé lors d'un dîner. Janet a souri et a dit, une bonne mère utilise toutes les ressources pour son enfant. Frank a grommelé, à quoi bon avoir de l'argent, si on ne l'utilise pas? Adam restait assis là, comme un spectateur de sa propre vie. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. Et il voulait le mien. J'ai demandé le divorce. Je ne le voulais pas, pas vraiment. Je n'avais pas grandi en rêvant de calendrier de garde partagé, et de vacances divisées. Mes propres parents ont divorcé quand j'avais l'âge de Mia. Je me souviens de la confusion, des 2 anniversaires, de l'impression d'être trimballé comme un bagage. J'avais juré de ne pas faire ça à mon enfant. Mais j'avais aussi juré de ne pas laisser mon enfant grandir, en regardant sa mère être vidée financièrement, et émotionnellement, par un homme qui ne s'arrêterait pas, et par des parents qui ne le laisseraient jamais se regarder en face. Alors, je l'ai fait. Et puis, comme je suis apparemment allergique à la facilité, j'ai essayé d'être généreuse. J'ai proposé une garde à 50-50e. J'ai proposé de diviser les biens proprement. J'ai même proposé de rester pacifique concernant l'héritage que j'avais reçu pendant notre mariage, parce que cela ne valait pas une guerre juridique. Les frais d'avocat peuvent dévorer une vie entière. Adam a fait semblant d'être d'accord. Nous étions presque parvenus à un accord, disait Angela Park, mon avocate, calme et tranchante, le genre de femme capable de défier un ouragan du regard. Adam n'avait pas encore signé, mais il jouait la coopération. Et je l'ai cru, parce que je voulais le croire, parce que Mia méritait des adultes capables d'agir comme des adultes. Alors, quand Janet et Frank ont envoyé cet ours, en insistant pour qu'il soit ouvert à l'avance, une partie de moi a pensé que c'était juste leur façon d'être, un coup de force, une démonstration, une façon de s'assurer que leur présence plane sur ma maison, même lorsqu'ils n'y sont pas. Je n'avais pas encore compris jusqu'où ils étaient prêts à aller. Mais j'avais compris une chose, dans ma chambre, plus tôt ce jour-là, je leur avais offert la paix, et ils avaient répondu par quelque chose de caché dans un ours en peluche, ce qui signifiait que la phase amiable n'avait jamais été réelle. Ce n'était qu'un masque. Et maintenant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, si je donnais déjà la moitié à Adam, que voulait-il de plus? Au moment où Mia fut couchée ce soir-là, j'avais l'impression que mon visage me faisait mal à force de feindre. Elle rayonnait encore de la fête, les cheveux collants, du glaçage de cupcakes dans des endroits que je ne voulais pas identifier. L'épuisement doux d'un enfant, qui a été célébré comme il se doit. Meilleur anniversaire de tous les temps, a-t-elle marmonné dans son oreiller. Ma gorge s'est serrée. Le mien aussi, ai-je menti. Parce que les mères mentent par amour, tout le temps. Je l'ai bordé, j'ai embrassé son front, et je suis resté sur le seuil de la porte une seconde de plus que d'habitude. Mia ne savait pas. Pas vraiment. Elle savait que quelque chose avait été bizarre avec l'ours. Elle savait que je l'avais emporté, mais elle ne connaissait pas la tempête. Elle ne connaissait pas la forme de ce qui arrivait.
Et c'était la partie la plus douloureuse. Maintenant, la maison était silencieuse, et le silence était assourdissant. Je suis retourné dans ma chambre, et j'ai récupéré l'ours en peluche là où je l'avais caché. Il trônait dans mes mains comme une accusation. J'ai ouvert la couture que Mia avait trouvée, plus largement cette fois. À l'intérieur, se trouvait un petit appareil, un câblage en plastique dur, quelque chose de métallique. Pas de rembourrage, pas de pouet-pouet. Je ne l'ai pas compris au début, pas complètement. Je ne suis pas stupide, mais je ne suis pas non plus le genre de personne capable d'identifier au premier coup d'œil des composants électroniques cachés dans des animaux en peluche. J'ai fait ce que toute femme moderne fait face à un cauchemar enveloppé de fourrure, j'ai pris des photos. Des gros plans, différents angles, les minuscules numéros imprimés sur le boîtier en plastique. Puis, j'ai cherché sur Google. Les résultats de recherche n'avaient pas l'air réels, au début. Ils semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Mais pièce par pièce, le puzzle s'est assemblé, un composant d'enregistrement, un traceur de localisation. Alors, ils essayaient de nous espionner. Mais pourquoi? Que voulaient-ils? Que voulait Adam? Mes mains sont redevenues glacées. Je me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai fixé l'ours, en pensant à combien de fois Mia l'avait serré dans ses bras. Combien de fois elle avait pressé sa joue contre lui, pensant être en sécurité. Combien de fois Janet l'avait embrassé, en l'appelant ma chérie, tout en me souriant comme si j'échouais à un test. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas appelé Adam tout de suite, car je savais déjà ce que donnerait cet appel. Il nierait tout. Il dirait que je suis paranoïaque. Il dirait que je perds la tête. Et ensuite, il leur ferait un rapport, et il s'adapterait. Non. S'il jouait à ce jeu-là, je n'allais pas annoncer mes coups. J'ai recousu l'ours du mieux que j'ai pu, comme si je n'avais rien vu. Puis, je l'ai placé dans un sac scellé, bien caché. Ensuite, je suis resté assise dans le noir, avec une seule pensée simple, Adam est doué en technologie. Janet et Frank sont doués pour la culpabilité, le contrôle, et les plats de gratin, mais pour la techno. C'est Adam. Le lendemain matin, j'ai appelé Angela Park. Je n'ai même pas essayé d'avoir l'air décontracté. J'ai besoin de vous voir, ai-je dit. Angela n'a pas demandé pourquoi. Elle m'a juste donné un rendez-vous. Son bureau sentait le papier propre et le stress. Je me suis assise face à elle, et j'ai fait glisser mon téléphone sur son bureau. J'ai pris des photos, ai-je dit, d'un appareil à l'intérieur du cadeau d'anniversaire de Mia. Le visage d'Angela n'a pas beaucoup changé, mais son regard s'est aiguisé. Elle a étudié les photos, zoomé, dézoomé. Puis, elle a levé les yeux vers moi. Michel, a-t-elle dit très calmement, c'est grave. Je sais, ai-je répondu, c'est pour ça que je suis là. Angela a reposé le téléphone délicatement, comme s'il risquait de la mordre. Avant de parler de l'appareil, a-t-elle dit, je dois vous dire quelque chose. Mon estomac s'est serré. Elle a ouvert un dossier, mon dossier, et a désigné une page. Adam a rejeté le 50-50e, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a rejeté la proposition de garde, a répété Angela. Il veut la garde exclusive. Ma bouche est devenue sèche. Ça n'a pas de sens, ai-je dit, il a dit qu'il. Je sais ce qu'il a dit, a coupé Angela, toujours calme. Je sais ce qu'il vous a présenté, mais dans les documents, il allègue que vous êtes instable. Mon cœur s'est mis à battre dans mes oreilles. Il me traite d'instable? Angela a hoché la tête. Et il demande à ce que la Cour lui confie le contrôle des décisions concernant les finances, et les soins de Mia. C'était là. Le déclic. La raison. Ce n'était pas à propos de Mia. Pas vraiment. Car s'il s'était agi de Mia, une garde partagée aurait suffi. Mais la garde exclusive. La garde exclusive signifiait le contrôle. La garde exclusive signifiait l'accès. La garde exclusive ouvrait la voie vers le seul véritable argent dans tout ce gâchis, la fiducie de Mia. Je suis resté assise là, les mains serrées sur mes genoux, et j'ai senti quelque chose en moi basculer. Quelque chose qui essayait de rester poli depuis des mois. Je lui avais offert l'équité. Je lui avais offert la paix, et il avait répondu en essayant de mettre ma maison sur écoute,
et de me prendre mon enfant. Angela s'est penchée en avant. Avez-vous des preuves de son addiction au jeu? Oui, ai-je répondu immédiatement, des SMS, des relevés bancaires, des messages où il me demandait d'utiliser l'argent de la fiducie. Bien, a-t-elle dit, nous allons en avoir besoin. Elle a tapoté mon téléphone à nouveau. Et cet appareil. Nous devons le traiter correctement. Vous devriez déposer une plainte à la police. L'appareil lui-même devient une preuve. Les résultats de l'analyse médico-légale prennent du temps, mais le simple fait qu'il existe est puissant. J'ai hoché la tête, car mon corps fonctionnait maintenant sur quelque chose de plus ancien que la peur. La stratégie, la protection, la guerre. Angela m'a observé une seconde. Vous lui aviez offert une voie non contentieuse, a-t-elle dit doucement, il a choisi le conflit. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Alors, il va apprendre à quoi ressemble le conflit, ai-je déclaré. Angela n'a pas souri, mais sa voix marquait son approbation. C'est la bonne réponse. Je suis sorti de son bureau avec une liste de choses à rassembler, des copies à imprimer, des comptes à documenter. Et je suis parti avec autre chose, aussi, de la clarté. Adam n'avait pas joué franc jeu. Il jouait le tout pour le tout. Et désormais, moi aussi. Quelques jours plus tard, c'était le moment du 2e anniversaire de Mia. Celui avec Adam. Celui avec Janet et Frank planant à l'arrière-plan, comme s'ils n'avaient jamais rien fait de mal de leur vie. Je ne voulais pas laisser partir Mia. Chaque cellule protectrice de mon corps hurlait de ne pas le faire, mais je savais aussi à quoi cela ressemblerait si j'y mettais fin sans preuve. Si je devenais soudainement difficile, si je devenais l'histoire qu'il voulait raconter. Alors, j'ai fait ce que font les mères, j'ai planifié. Ce matin-là, j'ai mis une montre au poignet de Mia. Elle ressemblait à une montre normale pour enfants, colorée, simple, le genre qu'on achète parce que les enfants ne savent pas lire l'heure, mais adorent les accessoires. Je me suis accroupi devant elle, et j'ai gardé une voix légère. Si tu as peur, ai-je dit, en écartant une mèche de cheveux de son visage, appuie sur ce bouton. Mia a regardé la montre. Pourquoi? Juste au cas où, ai-je dit, parfois, les adultes s'en mêlent les pinceaux. Si tu ne trouves pas papa, ou si tu as besoin de moi, tu appuies dessus. D'accord? Mia a hoché la tête. D'accord. J'ai embrassé son front, et j'ai souri. Mon sourire n'atteignait pas mes os. Adam est venu la chercher. Il se tenait sur mon perron comme un homme qui s'était entraîné à paraître inoffensif. Salut, a-t-il dit, comme si nous n'étions que deux parents séparés, amicaux, qui s'étaient retrouvés par hasard à divorcer à cause d'un conflit d'emploi du temps. Salut, ai-je répondu. Mia a couru vers lui. Il l'a soulevé, et l'a fait tournoyer une fois, comme un papa normal. J'ai observé ses mains. J'ai observé son visage. J'ai tout observé. Il m'a tendu un morceau de papier avec une adresse. Les instructions pour la récupération. On la déposera ici, a-t-il dit, à la même heure. Envoie-moi un SMS quand vous partirez, ai-je dit. Bien sûr, a répondu Adam avec aisance. Et ils sont partis. Les heures ont rampé. J'ai essayé d'être normal. J'ai nettoyé. J'ai fait de la lessive. J'ai trop regardé mon téléphone. J'ai vérifié l'heure. Encore, et encore. Parce que l'anxiété, c'est juste votre cerveau qui appuie sur actualiser comme s'il allait charger une nouvelle information. Quand ce fut le moment de récupérer Mia, j'ai conduit jusqu'à l'adresse qu'Adam m'avait donnée. C'était un immeuble, pas une maison. Pas un jardin plein de ballons, rien qui n'évoquait une fête d'enfants. Juste un bâtiment. Je me suis garé sur le parking, et je suis resté assise une seconde, regardant autour de moi. Aucune voiture que je reconnaissais. Pas de musique, pas d'enfants, pas de décoration, aucun signe. Peut-être était-ce à l'intérieur. Peut-être y avait-il une entrée à l'arrière. Peut-être étais-je en avance. Je suis sorti, et j'ai fait le tour. J'ai vérifié l'adresse sur mon téléphone, regardé les portes, essayé de trouver quelque chose qui ait du sens. Rien. J'ai vérifié l'heure. J'ai vérifié mes messages. J'ai appelé Adam. Pas de réponse. J'ai rappelé. Rien.
J'ai envoyé un SMS, je suis là. Où êtes-vous? Aucune réponse. Au début, je m'en suis voulu. Peut-être que je me trompais d'immeuble. Peut-être que j'avais mal lu le numéro. Peut-être que j'étais du mauvais côté. J'ai fait le périmètre comme une touriste perdue. Puis, j'ai essayé de me calmer. Peut-être était-il en retard. Peut-être était-il coincé. Peut-être était-il à 5 minutes, avec Mia chantant Joyeux anniversaire toute seule dans la voiture. J'ai attendu. J'ai scruté la rue. J'ai rappelé. Toujours rien. Et lentement, douloureusement, les rationalisations se sont effondrées, et la peur a pris le dessus. Car lorsque votre enfant manque à l'appel, votre corps le sait avant que votre esprit n'autorise les mots. Puis, mon téléphone a vibré. Une alerte, pas un message, pas un appel, un SOS. Mes mains sont devenues engourdies. Je l'ai ouvert et j'ai vu la position GPS, Mia se trouvait chez Janet et Frank. Mon estomac a chuté si violemment, que j'ai cru que j'allais vomir. Je ne l'ai pas fait. J'ai bougé. Je suis monté dans la voiture, et j'ai conduit vite, mais de façon concentrée, car conduire sous l'emprise de la panique est le meilleur moyen de mourir, et j'avais besoin de rester en vie assez longtemps, pour récupérer mon enfant. Pendant que je conduisais, j'ai appelé la police. Ma fille a 6 ans, ai-je dit d'une voix tendue. Pas de mélodrame, juste des faits. J'ai reçu une alerte SOS de sa montre. Je me suis rendu au point de rendez-vous qui m'avait été indiqué, et elle n'y était pas. Je ne peux pas joindre son père. J'ai sa position GPS. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un vérifier. Le répartiteur a posé des questions. J'y ai répondu. Ma voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre, comme si j'étais devenue une femme faite de pure liste de contrôle. J'ai donné l'adresse. J'ai continué à conduire. Quand j'ai tourné dans la rue de Janet et Frank, 5 minutes plus tard, j'ai vu une voiture de patrouille déjà sur place. Mon cœur s'est serré de soulagement et de fureur, tout à la fois. Je me suis garé, et j'ai couru vers la porte. Avant que je ne puisse frapper, elle s'est ouverte, et Mia en a jailli comme si elle avait été retenue sous l'eau. Elle s'est jetée directement dans mes bras, et s'est accrochée à moi si fort, que ses petits doigts me faisaient mal. Je l'ai tenue, et j'ai respiré son odeur. Ses cheveux chauds, le shampoing, l'odeur d'une enfant qui ne devrait jamais être utilisée comme une arme. Mia, ai-je chuchoté, je suis là. Je suis juste là. Elle s'est reculée, juste assez pour me regarder, les yeux humides et confus. Mamie a dit que tu n'étais pas venu, a-t-elle lâché en suffoquant. Elle a dit que tu m'avais abandonné. Ma gorge s'est serrée. Je suis venu, ai-je dit immédiatement. J'étais là. Je te cherchais. Le visage de Mia s'est décomposé, comme si elle essayait de tenir deux vérités contradictoires à la fois, et ne savait pas laquelle croire. Derrière elle, Janet est apparue sur le seuil, les mains jointes comme si elle accueillait une étude biblique. « Oh, Michel » a-t-elle dit d'une voix mielleuse, tout cela n'était qu'un malentendu. Frank se tenait derrière elle, les bras croisés, l'air irrité, comme si mon enfant disparu était un inconvénient pour sa soirée. Un officier s'est approché, et a posé quelques questions de base. Voix calme, posture neutre, le ton pratiqué de quelqu'un qui a vu toutes les versions possibles du chaos familial. Mia a reniflé et a dit, « J'ai eu peur. Maman n'est pas venue. » Ma poitrine s'est serrée, car bien sûr, c'est ce qu'elle a dit. Elle avait 6 ans. On le lui avait dit. Elle l'avait cru. Elle avait appuyé sur le bouton parce qu'elle avait peur. Et les enfants ne savent pas quoi faire d'autre, quand ils pensent avoir été délaissés. Janet a murmuré, elle a été si émotive ces derniers temps. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Et j'ai vu le même sourire qu'elle portait lors des dîners du dimanche, quand elle me posait des questions sur mon compte bancaire, comme si cela la regardait. Je n'ai pas argumenté sur le perron. Je n'ai pas donné d'explication. Je ne leur ai pas donné la dispute qu'ils voulaient. J'ai soulevé Mia dans mes bras, et j'ai dit, nous rentrons à la maison. Janet a ouvert la bouche comme pour protester, mais la présence de l'officier l'a fait hésiter. Frank a semblé vouloir dire quelque chose, mais s'est abstenu. Adam n'était nulle part en vue, ce qui, honnêtement, semblait être la chose la plus Adam possible. J'ai attaché Mia dans la voiture,
et j'ai conduit jusqu'à la maison, tremblant d'une rage contenue. Une fois à l'intérieur, j'ai préparé un chocolat chaud. Pas parce qu'un chocolat chaud guérit les traumatismes, mais parce que cela donne aux petites mains quelque chose de chaud à tenir. Et parfois, c'est la première étape vers la sécurité. Je suis resté assise avec Mia sur le canapé, jusqu'à ce que sa respiration se calme. Je ne t'ai pas abandonné, lui ai-je dit doucement. Jamais. Mia a hoché la tête, épuisée. Elle s'est blottie contre moi comme un bébé, même si elle avait 6 ans et qu'elle était déterminée à être grande. Plus tard, quand elle fut endormie, je suis allé dans ma chambre, et j'ai ouvert l'application de la montre. Je ne m'attendais pas à grand-chose, un horodatage, un journal de localisation. Mais quand j'ai cliqué sur l'événement SOS, il y avait un fichier audio joint. Mes doigts ont hésité au-dessus de l'écran pendant une seconde. Puis, j'ai appuyé sur lecture. Au début, c'était étouffé. Du tissu, du mouvement, la respiration d'un enfant. Puis, la voix de Janet s'est glissée, assez claire pour me donner la chair de poule. Tu vois, disait-elle, ta maman n'est pas venue. La petite voix de Mia, elle a dit qu'elle viendrait. À nouveau Janet, plus douce maintenant, comme du poison dans du miel, parfois, les mamans disent des choses, mais ne le pensent pas. Tu dois t'en souvenir. La voix de Frank a grondé à l'arrière-plan, arrête de pleurer. Les grandes filles ne pleurent pas. Le sanglot de Mia s'est étranglé dans sa gorge, et mon estomac s'est noué. Puis, la voix de Janet encore. Et cette fois, ce n'était pas de la consolation. C'était une instruction. Si quelqu'un demande, a-t-elle dit, tu leur dis que ta maman oublie des choses. Tu leur dis qu'elle s'énerve. Tu leur dis qu'elle n'est pas instable. J'ai cessé de respirer. Mia a gémi, et Janet a continué. Tu n'as pas besoin d'aimer dire ça, a murmuré Janet, mais c'est important. Papa a besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Et ta maman? Eh bien, ta maman ne peut pas s'occuper de toi comme nous le pouvons. L'enregistrement a continué. Plus de coaching, plus de manipulation, des mains d'adultes, délibérées et écœurantes, essayant de sculpter la réalité de mon enfant. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. J'ai sauvegardé le fichier, je l'ai dupliqué, et je l'ai envoyé à Angela Park. Puis, je suis resté assise sur le bord de mon lit, fixant l'obscurité, écoutant le silence de la maison, avec une pensée froide et résolue, ils voulaient des preuves. Maintenant, ils me les avaient données, et ils allaient le regretter à chaque seconde. Des mois plus tard, nous avons eu l'audience. À ce moment-là, ce n'était plus un incident isolé. C'était un schéma. Un ours en peluche, avec un enregistreur et un traceur à l'intérieur, envoyé par Janet et Frank, et géré par Adam. Un rapport de police, des résultats médico-légaux liant Adam à l'appareil, et l'enregistrement SOS de Mia. La voix tremblante de ma fille de 6 ans, alors que des adultes la briefaient, comme un témoin dont il pourrait réécrire l'histoire. Le juge n'avait pas besoin que je sois théâtral. Je n'ai pas eu besoin de simuler la douleur, ou de prouver que j'étais le meilleur parent dans un discours inspirant. J'ai juste eu à dire la vérité, et à remettre les preuves. J'ai obtenu la garde exclusive. Adam a obtenu des visites supervisées. Sur le papier, c'était structuré. En réalité, il les a à peine utilisées. Une fois toutes les 2 semaines, s'il en avait envie, parfois moins. Parfois, il annulait à la dernière minute, comme si la paternité était un abonnement optionnel. Janet et Frank ont disparu de nos vies complètement. Mia ne pose plus de questions sur eux. Pas après ce jour-là. Pas après les mensonges. Pas après avoir senti qu'elle était transformée en pion, et s'en être rendu compte. Les enfants n'ont pas toujours les mots pour exprimer la trahison. Ils cessent simplement de chercher les personnes qui en sont responsables. Et financièrement. Mon Dieu, financièrement, j'ai enfin pu respirer. Mon salaire est resté dans mon foyer. Plus d'argent qui s'évapore. Plus d'urgence qui exige toujours mon sacrifice. La fiducie de Mia est restée intacte et investie. 150 000 €, exactement là où il devait être, dans son avenir, et non dans l'appétit de quelqu'un d'autre. Parfois, tard dans la nuit, je repense à quel point j'ai failli jouer la gentille, pour finir droit dans un piège. Et puis, je regarde ma fille, en sécurité, endormie, sereine, et je sais que je ne suis pas allé trop loin.
Je suis allé exactement là où il fallait. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour